Bonjour à toutes et à tous, chers spectateurs et spectatrices de YouTube. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons donc poursuivre et peut-être terminer, sûrement terminer, la série de vidéos que j'ai commencé la dernière fois concernant les alphabets, particulièrement les messages cachés ou dissimulés qui sont contenus à l'intérieur. Avant de passer à cette seconde partie qui est principalement exclusivement consacrée à mes découvertes sur ces alphabets au pluriel, je vais simplement récapituler rapidement ce que j'ai expliqué dans la première partie parce que même si bien sûr je vous conseille d'aller revisionner une seconde fois cette première partie avant de regarder la deuxième, si je vous mets vraiment les éléments condensés et synthétisés dans votre tête maintenant, ce sera plus simple à comprendre ce que je vais vous expliquer là juste après. Tout d'abord, je vous ai parlé du Sefer Yetzira, appelé Livre de la création, qui comporte un véritable intérêt d'un point de vue de la recherche et d'un point de vue pragmatique, hein, parce que c'est vraiment un texte sur lequel on peut se reposer parce qu'il est très ancien, et au même titre que la Bible ou l'Ancien Testament, il a exactement la même pertinence, et je dirais que même il apporte plus d'informations en peu de chapitres. Ça se lit vite, et on comprend rapidement les enjeux derrière tout ça. On comprend que ça, en fait, c'est comme si c'était le livre de la Genèse en plus condensé, et puis seulement la première partie, hein, mais de façon plus détaillée. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Ça a permis notamment de comprendre plusieurs choses pour moi que je n'avais pas compris par rapport à l'Ancien Testament. Et donc, à partir de ça, comme je vous ai expliqué, on a appris que l'alphabet hébreu est né en même temps que les éléments, que les températures, que les parties du corps et tout ça, et que ça a été associé. On a ensuite vu que dans la Kabbale hébraïque, qui est l'équivalent du mouvement ésotérique judaïque, hein, ce qu'on a dans la chrétienté comme le gnosticisme, avec les gnostiques, et dans l'islam avec le soufisme, qui sont à peu près équivalents. Il y a quelques divergences, c'est pas totalement ça, mais c'est simplement pour faire une bonne analogie et que vous compreniez la signification. La Kabbale, c'est une version différente de la lecture littérale au sens propre du terme des textes anciens. Et justement, c'est en étudiant l'Ancien Testament que la Gematria, le Témora, le Notaricon, l'Eid Beker dont je vous ai parlé, ont découlé. Des rabbins qui ont étudié ça pendant de nombreuses années se sont rendus compte qu'il y avait une signification derrière le texte littéraire, qu'il y avait un double sens, une double lecture. D'ailleurs, c'est ce qu'on pense également des textes de Shakespeare. Euh, Si ça vous intéresse, sur la plateforme Gaia, bon, ça demande un petit abonnement. Il y a une personne qui justement affirme avoir décrypté les pièces de Shakespeare et que ça renvoie à l'Égypte. Tiens, comme très souvent. Mais voilà, ça c'est si ça vous intéresse, il faut bon, un petit abonnement, mais ça vaut vraiment le coup, hein. Il y a plein d'émissions intéressantes. C'est un support que je recommande pour beaucoup de personnes. Voilà, bon, ça c'est un aparté. Donc la gematria, comme j'ai expliqué, c'est un système qui associe les nombres aux lettres et d'une autre façon les lettres aux nombres. J'avais expliqué qu'il y avait une relation avec la numérologie, mais que c'était beaucoup plus ample, plus vaste, puisqu'on va dans les deux sens. Ce qui n'est pas le cas de la numérologie où il y a juste l'association de la vibration du nom à un nombre. Et d'ailleurs, ça je l'ai pas expliqué, mais le nombre, c'est la vibration du nom, puisque dans nombre, on a nom et brr. Alors, ça, c'est pas moi qui le dis, donc si vous trouvez ça un peu farfelu, je peux me dédouaner, il n'y a pas de souci. Euh, c'est un homme du nom d'Éric Charpentier, dont j'apprécie beaucoup le travail, hein, au passage, euh, qui a fait cette découverte. Donc c'est intéressant quand on y pense que les lettres véhiculent un message à travers des nombres. Et justement, ça va être un peu l'enjeu de cette deuxième vidéo. Euh, et puis donc le Temura, qui est une sorte de jeu d'anagramme où on permute les lettres entre elles. On garde les mêmes lettres, mais on les dispose dans un ordre différent. Et puis pour finir, la langue des oiseaux, qui est reprendre un mot, en faire des homophonies, c'est-à-dire garder la même prononciation,
mais changer l'orthographe et donc changer le sens en même temps. Ça montre, on va dire, pareil, plusieurs degrés de lecture. Voilà. Alors, sachez que pendant ces découvertes que je vais vous exposer, je vais aussi m'appuyer sur quelqu'un d'autre dont je vous ai déjà parlé, mais dans une vidéo très lointaine. Je pense que ça remonte à mes premières vidéos, et c'est ça qui est assez incroyable dans mes recherches. Je pense personnellement, enfin, selon moi, tout le monde contribue finalement aux connaissances de l'humanité. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. On dit qu'on est en période de révélation. Il y a plein de choses qui sont mises au goût du jour. Et moi, je pense que j'ai mon rôle également et que ces découvertes, j'ai littéralement été choisi pour les faire. Enfin, on m'a choisi pour vous transmettre ça. C'est ce que je pense. Parce que vu comment les choses se sont emboîtées rapidement les unes après les autres, je me dis à un rythme incroyable. En assez peu de temps, je me dis que il fallait que ce soit moi qui vous transmette ça et que comme ça rejoint les valeurs que je n'arrête pas de partager avec vous, le fait de s'aimer, de s'unir, de éviter les confrontations, faire en sorte qu'on soit bon, on peut avoir des points de vue différents, mais justement employer le conditionnel pour faire en sorte que même si on a un point de vue différent, on n'est pas sûr de ce qu'on dit, et donc bah, que ça peut ouvrir le débat de manière plus saine et plus sereine. Alors quand je dis pas sûr de ce qu'on dit, attention, hein, ça veut pas dire manquer de confiance en soi, absolument pas. C'est simplement reconnaître qu'on ne sait pas tout, et surtout quand c'est en rapport au passé. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est cette manière, selon moi, qui permettra d'améliorer les relations, d'avoir une plus grande harmonie entre nous. Et là, vous allez voir que ce que je vais vous révéler est complètement en lien avec ça, mais crypté dans notre alphabet. C'est ça qui est d'autant plus merveilleux. Voilà. Ceci étant dit, je vais pouvoir passer au diaporama. Voilà, je réduis la fenêtre comme la dernière fois. Et on passe à la suite. Hop, démarrer la diapo active. Voilà. Je voulais pas que vous voyez le reste du texte, donc je suis parti une diapo avant. Donc, comme le titre l'indique, nous allons maintenant mettre en relation les alphabets entre eux, et ce qui constitue mes découvertes. Pour vous présenter mes découvertes, je vais aller dans le sens contraire de la chronologie historique, puisque je vais débuter par les découvertes que j'ai faites à partir de notre alphabet, donc l'alphabet latin, pour remonter dans le temps jusqu'en Égypte antique. Cela suit également le cheminement de mes découvertes, puisque j'ai essayé de comprendre la signification des messages cachés de notre alphabet en remontant des millénaires en arrière pour m'intéresser ensuite aux alphabets hébreux, grecs et pour finir hiéroglyphiques. Puisque, en fait, mes découvertes ont débuté avec notre alphabet, et c'est pour ça que je suis parti de ça, à notre époque plus récente, pour ensuite m'intéresser aux causes, qu'est-ce qui a bien pu amener à ce que certaines lettres soient prononcées de cette manière, soient écrites de cette manière, euh, et pourquoi ces mots-là transparaissent une fois qu'on les lit d'une autre manière, notamment en utilisant la langue des oiseaux, et pourquoi ensuite, quand j'associe les nombres, il y a des correspondances guématriques. Et justement, bah, tout ça ensuite, ça m'a fait remonter à l'alphabet hébreu, à l'alphabet grec, et puis à l'alphabet hiéroglyphique, parce que dans un sens, il y a quand même un alphabet, hein. J'ai parlé de proto-alphabet, mais je suis même presque convaincu qu'il y avait un alphabet en Égypte antique. Et voilà, ça c'est une conviction. Ensuite, pour commencer en douceur, je vais vous parler du mot alphabet. Alors là, ce paragraphe-là est très important puisque toutes mes découvertes qui vont suivre découlent de cette logique. Pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, il est constitué des lettres alpha et bêta, donc en deux syllabes alpha, b. Simplement qu'on a omis le A de bêta. En effet, si l'on scinde le mot en deux syllabes, on obtient alphabet. Néanmoins, ce que beaucoup moins de personnes savent est que les lettres alpha et bêta sont issues des lettres hébreux aleph et bet. Nous avons nommé ainsi ce système de lettres pour attirer l'attention sur son origine. C'est très important à comprendre pour ce qui va suivre. Et oui, parce que justement, c'est ce que je voulais expliquer dans la première partie, mais je pensais que c'était un peu trop tôt. Donc là, maintenant, je vais l'expliquer. En fait, dans l'alphabet hébreu, l'alphabet phénicien ou même l'alphabet hiéroglyphique, on notait pas les voyelles, il y avait uniquement les consonnes. Puis là, on pourrait se dire, bah, il y a quand même des sons A, et puis des fois une ou deux lettres qui sont notées en hébreu.
mais elles sont considérées comme des consonnes. Je sais, ça peut paraître étrange, mais en tout cas, le premier alphabet euh, connu qui a noté les voyelles, c'est l'alphabet grec. Et donc, l'alphabet latin, qui est le nôtre, avec A, E, I, O, U, Y, tire euh, ses origines de l'alphabet grec. C'est pour ça que là, j'insiste sur le fait que le mot alphabet, qui désigne le système de lettres et leur disposition, euh, dérive de cette origine grecque. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je vais... alors, oui, juste avant de passer à la suite, je vais... hop, voilà, je vais passer là-dessus. Je vais passer plutôt sur Paint. Nous allons parler des nombres. Alors, je vais prendre mon crayon. Alors, première chose, on a décidé de tracer les nombres comme ça. Voilà, de cette façon. Mais finalement, pourquoi on a associé ces formes géométriques à des nombres? Ça, c'est une bonne première question. Cette réponse, je ne l'ai pas, pour être honnête. Mais par contre, il y a autre chose que j'ai découvert. Et vous allez voir, c'est intéressant. Euh, alors, je vais simplement gommer le 3 qui est ici. Hop. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser aux noms qui sont donnés à ces nombres. Alors, je vais reprendre le crayon. Pourquoi a-t-on associé cette forme à 1? Pourquoi on l'a appelé 1? On aurait pu l'appeler ar, r, ur. On a décidé de l'appeler 1. Le deuxième nombre, on l'a appelé 2. Hop, écrit comme ça. Voilà. Alors, la première réaction qu'on pourrait avoir, c'est que bah finalement ça n'a pas véritablement de sens et que on a associé ces noms de manière aléatoire aux nombres. Mais croyez pas que les inventeurs des nombres et leur prononciation ainsi que l'alphabet étaient bêtes. Justement, ils avaient des connaissances. Et ces connaissances, elles étaient également ésotériques. Elles n'étaient pas que littéraires. Et même dans les textes littéraires, il y a des connaissances ésotériques. Mais c'est si on veut les reconnaître. Ça, c'est autre chose. Alors maintenant, je vais vous expliquer ma découverte. Simplement en me rapportant à ces deux premiers chiffres. Pour rappel, alphabet, c'est les deux premières lettres de l'alphabet grec. Donc là, je prends les deux premiers nombres. Or, avec 1 et 2, si on emploie la langue des oiseaux, ça c'est assez incroyable, on peut transformer la particule 1 UN en 1 IN. Donc c'est une homophonie parfaite, puisqu'on ne change pas la prononciation du chiffre, mais on change l'orthographe. Et ce qui va devenir plus intéressant, c'est après, puisque le 2, on peut aussi l'écrire sans le U et le X, mais comme ça. J'espère que vous voyez apparaître ce qui arrive. Parce que je pense être la première personne à faire cette découverte. J'ai fait des recherches sur Internet, j'ai vu personne qu'en parlait. Vraiment. Qu'est-ce qu'on lit si on rassemble les deux? On lit Inde. Inde comme le pays. Eh bien, devinez quel est le pays d'origine des nombres? Eh bien, c'est l'Inde. Eh bien, oui. Tout comme notre alphabet. Donc là, à travers ces deux nombres-là, en employant cette petite subtilité de langage qu'est la langue des oiseaux, on est capable de reconstituer un 2 en Inde. Puisque le E est muet en français. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait, le côté astucieux, c'est d'avoir nommé ces formes pour qu'ensuite, quand on les rassemble, quand on les lit successivement, ça forme des mots. C'est ingénieux, hein. C'est incroyablement ingénieux et justement, je l'ai fait ici pour ça. Hop. Voilà, donc je vais pouvoir effacer. Bon, je vais m'occuper de ça après, je pense.
Ouais, je reviendrai après dessus. Je vais revenir sur ma diapo. Voilà, parce que tout est indiqué ici. Hop, hop, voilà. Alors, une de mes découvertes majeures s'est faite en analysant la prononciation française de chaque nombre. De cette façon, je me suis rendu compte que les deux premiers nombres, 1, donc avec la forme du 1, et 2, avec la forme du 2, pouvaient être liés en Inde. En effet, si l'on considère que le 1 peut prendre l'orthographe 1, le 2 peut se transformer en 2. La langue des oiseaux fonctionne parfaitement bien ici, sachant que le E est souvent muet en fin de mot, comme je vous ai expliqué. Non seulement c'est le seul mot qui peut être formé de cette façon, et j'insiste, hein, c'est le seul mot de la langue française pouvant être constitué avec un et 2. Donc ça vient soutenir ce que je dis. Mais il renvoie aussi à l'origine de la notation numérique de chaque chiffre. Si souvent on a tendance à attribuer cette invention aux Arabes, mais en fait les Arabes l'ont repris des Indiens. Et oui, donc l'origine des noms vient bien d'Inde. La logique est respectée. Le message ainsi déchiffré nous informe que l'Inde est le pays d'origine des nombres, comme il l'est attesté de nos jours. Ce qui rejoint la logique de l'alphabet. Et ça, alphabet, c'est pas ésotérique, tout le monde le sait, que le mot alphabet est constitué de alpha et bêta. Mais par contre, un et 2, j'ai vu personne en parler. Mais je peux me tromper, hein. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur Internet, ça se trouve d'autres personnes l'ont découvert. Mais ce dont je suis sûr, enfin là quand même, il y a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens-là, je peux même pas employer le conditionnel tellement ça paraît évident. Un et 2 ont été codés pour nous signifier que les nombres sont originaires d'Inde. Vous voyez, c'est un peu cette logique qui va nous suivre après. Je poursuis. En suivant la même logique, je me suis intéressé à la relation qu'il pouvait y avoir entre les deux premières lettres de notre alphabet. J'ai ainsi pu remarquer que A et B pouvaient être assemblés pour former le mot AB. Et là, vous allez voir, c'est le second point que j'ai trouvé très intéressant. Avant que ce mot prenne sa forme finale, il était écrit abet en ancien français. Or, si l'on décompose ce mot en deux syllabes, on obtient le résultat suivant, a bet, ce qui pourrait correspondre au son du aleph couplé au nom de la lettre bet, ce qui est carrément le cas. Eh bien, comme nous le savons, il s'avère que la prononciation des deux premières lettres de notre alphabet suit la même logique. Je pose donc la question suivante. Sommes-nous sûrs que la prononciation des lettres de notre alphabet est issue du latin? Est-ce que c'est vraiment le latin qui nous a apporté cette prononciation et pas l'hébreu? Parce que je pense qu'en fait le le accent aigu, si on prend le nom, dérive de bête. En fait, le T est devenu muet et ensuite c'est devenu B. Mais c'est pas tout. Et là, je l'ai pas écrit. Mais qu'est-ce que font les abbés? Les abbés, c'est ceux qui dirigent des abbayes, qui sont dans les monastères. Et notamment, au sein des monastères, il y a ce qu'on appelle des scriptoria. Qu'est-ce que sont les scriptoria? C'est tout simplement les lieux où les moines copistes recopient les anciens textes pour préserver la connaissance dans le temps, pour que ça perdure. Eh bien, ce qui est incroyable, c'est que c'était aussi les seuls qui savaient lire et écrire à cette époque. Et la langue française, ah, il y a de très fortes chances qu'elle soit issue des abbayes et des monastères. Donc là, encore une fois, au sein même de notre alphabet, simplement en prenant les deux premières lettres, on suit la même logique que alphabet et Inde, eh bien on obtient le mot AB et AB renvoyant donc à l'endroit où a émané probablement l'alphabet moderne. Et ça, pareil, je pense être la première personne à faire cette découverte. Donc voilà, c'est en exclusivité, c'est inédit. Je vous le partage. Allez, je passe à la partie suivante. Donc là, j'espère déjà que c'est une bonne mise en bouche pour vous parce que c'est déjà des découvertes assez fabuleuses. Mais c'est pas fini parce que ce qui va suivre est encore plus incroyable. Je vous en dis pas plus, on poursuit. Dans cette deuxième partie, on va se concentrer sur seulement 4 lettres de notre alphabet, celles qui prennent les formes suivantes, le L, le M, le N et le O. Ce qui m'a fait réfléchir est quand j'ai prononcé successivement les lettres M et N, et qu'elles faisaient ressortir les mots antagonistes suivants M et N. Et oui, c'est intéressant. Je suis ensuite allé sur Internet pour faire quelques recherches sur cette particularité étrange, pour voir si certaines personnes avaient creusé le sujet.
Mais mis à part dire que c'était une curiosité de la langue française, personne n'était allé plus loin. Je me suis donc en quelque sorte chargé de l'affaire, et autant vous dire que les résultats que j'ai obtenus sont tout simplement stupéfiants. Et justement, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, je l'ai analysé sur plusieurs prismes, parce que la notation M et N existe, mais sous la forme EM et EN. Mais avec la langue des oiseaux, ça peut facilement être transformé en M, comme pour aimer, aimer quelque chose, et N pour détester la haine qu'on ressent. Et ces deux lettres se suivent dans l'alphabet français. Donc c'est d'autant plus intriguant. Sachez qu'en hébreu, les prononciations M et N existent également, mais ça renvoie à il et elle. Bon, c'est toujours le masculin et le féminin, des concepts opposés, un peu différents. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui m'a attiré et ça a été le point de départ de mes recherches, hein, vraiment. Un matin, j'ai pensé, j'ai fait toutes les lettres de l'alphabet dans ma tête, je les ai prononcées comme ça, successivement. Puis je me suis rendu compte que je pouvais créer des mots en les suivant comme ça. AB, BC, comme baisser, se baisser, céder pour céder quelque chose, et qu'on pouvait même le prendre à l'envers et puis créer aussi d'autres mots. J'ai trouvé ça très intriguant. Et quand je suis arrivé à M et N, je me dis, bah, là, il y a forcément quelque chose à creuser. Et vous allez voir que le résultat est absolument incroyable. Ce que je vais vous partager là est vraiment incroyable. Alors, si l'on s'intéresse au passé, on peut lire qu'un philosophe grec du nom d'Empédocle a évoqué ces principes d'amour avec un grand A et de haine avec un grand H. D'ailleurs, cette dernière lettre se prononce H, comme la hache pour couper. N'est-ce pas intéressant d'avoir choisi une arme pour représenter la haine? Intriguant, n'est-ce pas? En français, ce qui est l'arme de la haine. D'après lui, ce qu'il explique en Pédocle, l'amour est une force d'unification et de cohésion faisant tendre les choses vers l'unité. Première chose très importante à retenir. Source Wikipédia. D'un autre côté, la haine est une force de division et de destruction qui fait tendre les choses vers le multiple. Il nous explique qu'ils sont la cause de deux grands cycles opposés de l'univers. Ils engendrent les quatre éléments qui permettent de créer la matière. Sa vision cosmologique est légèrement différente du Sefer Yetzira, puisqu'il admet quatre éléments et que l'eau est issue de la terre et pas l'inverse. Néanmoins, la place du feu en haut et de l'eau en bas, séparée par l'air au centre, est respectée. Alors là, je vais expliquer quelque chose en plus par rapport à ce que j'ai écrit ici. En fait, la lettre A et la lettre H sont reliées. Puisqu'en fait, je vais plutôt prendre l'outil dessin. Ça sera plus simple. Je vais, tac, tac, tac. Je vais y venir dessus. Je vais effacer. Je vais prendre une plus grosse gomme. Voilà. Comme ça va aller plus vite. Tac. Voilà. Et on revient avec le crayon. Hop. Prendre les plus gros traits. Tiens, on va prendre ça. Si on prend la lettre A, tac, je la dessine en gros. Voilà. Et si on prend la lettre H à côté, voilà. Donc là, on va s'occuper de la graphie, la forme de la lettre, hein. En fait, la lettre A, c'est les deux parties supérieures, ici, qui ont été rabattues. Vous voyez? Et ces parties-là qui ont été étendues. Tac. Voilà, je vous montre. Donc en fait, ici, oui, il y a autre chose que j'ai pas dit, qui est aussi important, c'est que dans l'alphabet hébreu, les lettres peuvent être associées à des parties du corps. Et ça, c'est bien expliqué dans le livre que je vous ai montré sur les lettres de l'alphabet hébreu. Non seulement une seule lettre, c'est un assemblage de plusieurs lettres, mais on peut dire que la partie inférieure, c'est les jambes, et la partie supérieure, la tête. Ça, c'est une chose que j'ai trouvée très intrigante et qui m'a été confirmée finalement en décodant notre alphabet. En fait, si la partie supérieure ici, c'est la tête, on peut considérer que les deux parties séparées du H ici se rejoignent en haut. Et ce qui voudrait dire le A s'embrasse. Enfin, les deux parties de la lettre s'embrassent. Alors là, vous pourrez dire c'est complètement farfelu et tout ça. Vous allez voir, j'ai un autre exemple. Donc c'est pas le seul exemple que j'ai. Tandis que la lettre H, c'est comme s'il y avait deux personnes
qui se repoussaient, qui étaient comme ça droit devant, vous voyez, il y a leur corps et puis leurs mains qui se poussent de chaque côté. Donc c'est la division, la haine. La haine et puis le A, l'amour, puisque la partie supérieure se rejoint et c'est comme si c'était deux visages qui s'embrassaient. Donc à travers la graphie, la forme de la lettre, on retrouve ces concepts d'amour et de haine. Et ce qui explique Empédocle, c'est que l'amour tend à l'unité. Et le A, qu'est-ce que c'est? C'est la première lettre de notre alphabet, l'unité, justement. Et le H, c'est la huitième lettre de notre alphabet. Et vous allez voir que sa place non plus n'est pas due au hasard. Je vais vous expliquer ça juste après. Revenons maintenant à mon diaporama. Voilà. Tac. Ça c'est fait. Alors, ce que nous pouvons supposer ici est que le ou les inventeurs de l'alphabet avaient eu connaissance des principes opposés d'Empédocle, ce qui paraît pour moi évident. Et d'ailleurs, j'en avais parlé dans une de mes premières vidéos, c'est pour ça que je trouve ça incroyable, que là, c'en est fait de nouveaux références, et qu'il a voulu nous le faire comprendre à sa façon, de manière subtile, en employant la langue des oiseaux. Mais comme vous allez le voir après, ceci constitue juste le point de départ, puisque ce qui suit est encore plus incroyable. Euh, ok. Alors là, j'ai changé de police, c'est fait exprès. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fonction de la police employée, on n'a pas les mêmes résultats, et que la forme originale des lettres souvent a été altérée, parce qu'on a utilisé des polices plus modernes. Mais les polices originaux, ceux de départ, vont donner un résultat. Dans le même temps, on apprend à travers la gematria que le concept d'unité et d'amour est substituable dans cette langue, puisque amour se dit ahava en hébreu et qu'unité se dit echad, et que la somme de leurs lettres donne 13. Donc là, nouvel élément qui vient s'ajouter, le nombre 13. Et là, vous allez voir, ça va devenir vraiment sublime quand on va passer à la partie suivante. Nous avons donc ici une correspondance entre la philosophie d'Empédocle, qui dit que l'amour tend vers l'unité, et là, amour et unité en hébreu donnent la même valeur numérique, et comme j'ai expliqué dans la gematria, deux mots ayant le même nombre peuvent se substituer, donc correspondent à la même chose, sont deux synonymes. Cela me permet de faire une transition avec la partie suivante. Si je vous ai parlé de la prononciation, je vous avais pas encore parlé de la position des lettres M et N dans l'alphabet. Et justement, elle se trouve actuellement à la 13e et 14e place de notre alphabet. Le M, qui se prononce M en français, entre donc en résonance avec le Ahava et le Ea d'hébreu, qui portent la valeur 13. N'est-ce pas incroyable quand même? Enfin, je viens juste de dire à l'instant que le nombre 13 était associé à l'amour et à l'unité, et la lettre M, qui se prononce M également, est à la 13e place de notre alphabet. Et c'est pas tout, puisque la 13e lettre de notre alphabet, c'est la lettre qui est au centre, puisque nous avons 26 lettres. Elle se trouve donc au cœur de notre alphabet. Au cœur, et avec quoi on aime avec notre cœur. Et justement, l'unité, l'amour, c'est ce qui est au centre, c'est ce qui réunit. Donc si on a choisi 26 lettres dans notre alphabet, c'est ce que je pense, c'est parce que justement, on voulait mettre ce nombre 13 au centre et souligner sa valeur et son importance. Donc le nombre 13 n'est pas à craindre, ce n'est pas un nombre de haine, ce n'est pas un nombre porte-malheur, comme on a voulu nous le faire croire, mais en réalité, il porte et il véhicule la vibration de l'amour et de l'unité, le nombre 13. Et justement, les personnes qui ont inventé notre alphabet le savaient et l'ont dans un sens dissimulé à leur façon de manière subtile. Si vous vous rappelez bien, nous avons vu dans la partie consacrée à la gematria que son nom provenait de géométria, autre chose qui justement permet de faire un lien, mais il n'y a pas de coïncidence, c'est pas du hasard. Tout a une raison d'être, vraiment tout. Soit la géométrie. J'avais aussi expliqué que les lettres hébreux étaient un assemblage de plusieurs lettres pour n'en former qu'une. Eh bien, si on regarde la lettre M, majuscule, nous pouvons y voir le chiffre 1 en symétrie miroir, mais avec le bec plus étendu. Il est vrai qu'en fonction du type de police qu'on utilise, le résultat n'est pas le même. Mais si l'on s'intéresse à la graphie originale de la lettre, elle ressemble plus à deux 1 collés bout à bout qu'à deux barres obliques touchant le sol au milieu de la terre. Puisque maintenant on voit
ça tombe vraiment au même niveau que les deux autres barres verticales du M. Ces deux chiffres, un s'embrassent, ce qui rejoint le principe d'amour dans l'unité. Donc encore un élément supplémentaire qui renforce ça. C'est quand même incroyable. Enfin, moi, je trouve ça fabuleux. C'est dingue. Je vais justement vous le dessiner, comme ça au moins vous allez pouvoir mieux vous en rendre compte. Je vais prendre la gomme. Tac. Je vais augmenter. Hop. Je reprends mon crayon. Voilà. Donc si on prend la lettre M, tac, je vais vous la dessiner ici. Donc sa graphie originale ressemblait plus à ça, vous voyez. Si on trace un trait au centre, à la verticale, on peut remarquer qu'elle est complètement symétrique. C'est une lettre qui est complètement symétrique. Et si on prend des deux côtés, nous voyons bien que c'est deux fois le nombre 1, mais simplement disposé en miroir. Or, si l'on rejoint ce que j'ai dit, que la partie supérieure du nombre correspond à la tête, qui est une sorte d'analogie avec le corps humain, ce qui est expliqué dans les livres, donc c'est pas moi qui l'invente. Vous voyez? Tout ça, c'est pas moi qui le formule et qui l'invente dans ma tête, tout ça c'est expliqué. Et que la partie inférieure représente les jambes, et ben là, les deux becs du 1 se rejoignent et s'embrassent. Tout comme le A, avec les deux parties supérieures qui s'embrassent. C'est incroyable. Enfin, moi, je trouve ça fabuleux. Et maintenant, j'ai parlé de M. Nous avons parlé de la N, la lettre N. Et là, vous allez voir que pareil, tout correspond. C'est dingue. Je vais aussi, hop, supprimer ça. Voilà. Je reviens à mon diaporama. Tac. Et puis, dernière chose. Allez, on va continuer parce que c'est quand même incroyable. Non, c'est même pas la dernière, hein, pour tout vous dire. Et ce n'est pas tout. J'ai découvert récemment en étudiant l'alphabet grec que la 13e lettre de l'alphabet grec est NU. NU. Eh bien, si on applique la méthode du Témura, quand on inverse les deux lettres, on obtient 1. Et oui, ça forme 1. Les trois alphabets sont donc d'accord pour nous indiquer que le nombre 13 est amour et unité. Et c'est la seule lettre de l'alphabet grec où on peut faire 1. On peut former la lettre 1 et aller à la 13e place. Non mais c'est dingue de se dire, même dans les anciens alphabets, ils le savaient quoi, tout ça. Mais c'est pas terminé, vous allez voir, c'est pas terminé. Mais il n'est pas totalement fini puisque la 13e lettre de l'alphabet grec, de l'alphabet hébreu, pardon, est mem, qui peut se prononcer même, M apostrophe A-I-M-E, avec la langue des oiseaux, en français, en appliquant donc cette technique. Si on enlève le son de la lettre, on retrouve le mot M incrusté à l'intérieur. Et d'ailleurs, le fait de faire c'est quand on aime. Ah, j'ai aimé ce plat. Vous voyez? C'est le son qu'on produit naturellement en nous. Donc je pense que si on a choisi d'associer le concept de aimer au son M, c'est justement pour renvoyer à cette notion d'apprécier les choses. Vous voyez? Là vraiment, je dévoile, je déploie tout, c'est phénoménal. Euh, Par contre, la seule chose qui pourrait être un peu contradictoire, mais vu toutes les choses qui vont ensemble, franchement, c'est un détail. La seule chose qui reste intrigante est le fait que les Grecs aient décidé de positionner la forme de la lettre mu ayant la graphie M, ce qui a donné donc la lettre M de notre alphabet latin, à la 12e place de leur alphabet. Cette contradiction s'explique peut-être par le nom de la lettre qui se mue, puisque vous savez, la peau du serpent se mue, donc se transforme, se change en quelque chose d'autre. Je reviendrai sur le nom de cette lettre quelques diapos plus loin, mais ça pourrait expliquer. C'est quelque chose qui reste logique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tiré par les cheveux. C'est logique. Ensuite, pour en finir avec cette notion d'amour, il est intéressant de savoir que dans le christianisme et dans la Kabbale, il est dit que Dieu est unité et amour. Donc encore une fois, Empédocle, le Sefer Yetzira, la Kabbale, le christianisme, tout le monde est d'accord pour
associer l'unité et l'amour. Vraiment, tout va dans ce sens. Ça ne peut pas être du hasard tellement il y a deux choses qui vont ensemble. Impossible. Si on me dit qu'il y a du hasard, bonne chance à celui qui veut essayer de remettre en question ce que je prouve et ce que je développe ici. Or, ce concept peut être réduit en un mot, celui d'univers. Et encore une chose, voilà, extraordinaire. Jusque-là, il peut être... j'ai passé une phrase, pardon. Or, ce concept peut être réduit en un mot, celui d'univers, mais avec une légère variante, puisque l'on décompose le mot en univers, pas vers le vers poétique, puisque c'est VERS, mais vers la couleur verte, à la place d'univers. Jusque-là, il peut être difficile de voir où se place l'amour dans tout ça. Eh bien, si à notre époque on associe l'amour à la couleur rouge ou rose, par le passé, les anciennes civilisations l'associaient à la couleur verte. Nous pouvons notamment le voir dans le système des chakras hindous, où le chakra du cœur est vert. L'équation est donc la suivante: Dieu égale univers. Vous voyez, encore autre chose qui va dans ce sens. Le mot univers, c'est unité et amour. Sauf que l'amour est représenté à travers son côté chromatique, à travers sa couleur. Donc là, on exprime l'amour à travers sa couleur. A contrario, la lettre N ne possède pas d'équivalent phonétique dans les autres langues anciennes, mais on peut tout de même constater avec un œil avisé que la forme de sa lettre possède une symétrie dite radiale, formée comme le M par deux unités. Donc, cette fois-ci, encore le nombre 1 qui a été positionné en symétrie. Mais là, vous allez voir que le jeu de symétrie a été un peu plus recherché. Cependant, dans son cas, il y a un rapport de force ou de domination entre les unités, ce qui renvoie à la N. Rapport de force, N. Mais c'est pas tout. Le choix qu'elle soit positionnée à la 14e place de notre alphabet n'est pas du hasard non plus. Puisque le nombre 14 peut aussi être mis en relation avec l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, puisque l'homme associé au carré est découpé en 14 morceaux. On peut aussi le considérer comme une réplique du démembrement d'Osiris, qui s'appelle 7 d'ailleurs, et 7 fois 2, 14, multiple de 7. Donc on va dire encore des éléments qui nous amènent à penser que la position des lettres M et N n'est absolument pas liée au hasard. La M, alors le M c'est la prononciation de la lettre, la graphie de la lettre, le 1 en symétrie, dans l'alphabet grec, la lettre nu qui peut être intervertie en 1, dans l'alphabet hébreu, la lettre même qui peut se prononcer même. Vous voyez tout ça, c'est impossible de le remettre en question, puisqu'il n'y a aucune autre lettre de l'alphabet qui peut produire ce résultat. Si c'était le cas, et d'ailleurs moi-même je suis quelqu'un de logique, hein, si j'avais vu que ça ne correspondait pas, que vraiment tout ça s'était tiré par les cheveux, je n'aurais pas approfondi. Mais là, tout converge, vraiment absolument tout converge vers amour et unité. Et justement, à notre époque, c'est ce qu'on recherche, l'amour et l'unité. Ça renvoie à ces concepts qui me sont chers. Et maintenant, donc, je vais en venir à la graphie de la lettre N. Donc, je vais reprendre mon logiciel de dessin. Donc, je vais vous dessiner la lettre N. Voilà. Donc ici, en fait, la symétrie radiale, c'est pas une symétrie verticale ou horizontale, c'est une symétrie en diagonale. Je vais vous tracer le trait comme ça, pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc ici, en fait, on a un premier 1 qui est renversé, et l'autre qui est au bon endroit. Et si on rejoint la même logique que le bec correspond à la tête, il y en a un qui est pendu, qui est la tête en bas, et l'autre qui, dans une sorte, montre il y a une sorte de hiérarchie, il y en a un qui est supérieur à l'autre. Et donc forcément, ça renvoie ce concept aussi de haine. Je vais vous le montrer différemment pour que ce soit un peu plus clair. Voilà, je vais reprendre mon crayon. Je redessine à nouveau ma lettre N. Sauf que cette fois-ci, on va faire une première symétrie axiale, comme avec la lettre M. Alors non, je vais pas faire comme ça, pardon. Je vais plutôt prendre la lettre M, parce qu'en fait, la lettre N pourrait être directement tracée à partir du M. Hop, je prends le crayon ici.
On prend la lettre M, tac. On fait à nouveau notre symétrie verticale, sauf qu'on va renverser le 1 qui est à droite. On va le passer comme ça. Voilà. Je le montre avec la flèche. Voilà. On laisse un peu plus de place. Et donc là, au lieu qu'il ait la tête en haut, il passe la tête en bas. Et ça nous donne la lettre N. Voilà. J'espère que c'est suffisamment clair. Parce que, encore une fois, tout ça est très logique. Voilà. Je vais pouvoir supprimer ça. Hop. Je reprends mon crayon. Je reviens sur la diapo. Voilà. Bon, en fait, la vidéo va prendre plus de temps que je le pensais, hein, parce qu'il y a beaucoup de points que je développe, un peu plus que ce que je pensais. Maintenant qu'on a parlé de M et N, on va parler de L et O, les deux lettres qui encadrent notre M et notre N. Et là, vous allez voir encore une fois leur position, leur forme, rien n'est dû au hasard. La lettre L majuscule représente une équerre ou un demi-carré. Ah oui, quand on voit, ça fait un angle droit, la lettre L. Elle est probablement issue de la lettre grecque gamma, qui est cette lettre retournée. Alors ça, je pense que des personnes ont sûrement dû y penser, tellement ça paraît évident visuellement. Parce que la lettre gamma, c'est aussi l'équerre, mais dans le coin supérieur gauche. Alors que là, c'est le coin inférieur gauche. C'est exactement pareil, même on prend les proportions de la lettre gamma, la partie horizontale et verticale correspondent exactement aux proportions de la lettre L. Donc pour moi, c'est évident que la lettre L moderne vient de la lettre gamma grecque. Mais je pense que d'autres personnes ont dû y penser. Dans les anciennes traditions, c'est la manifestation du masculin et de la terre. Quand on parle notamment du carré, puisque deux L assemblés, ça forme un carré. Ou, allez, soyons un peu généreux, un rectangle, à la limite. Mais rectangle et carré renvoient au même concept. Et c'est en rapport avec la terre, et les quatre côtés comme ça. Ça, c'est encore une fois pas moi qui le dis. En alchimie, dans les textes hermétiques, ils abordent le sujet. Donc ça vient vraiment pas de moi, tout ce que j'explique. Moi, je fais que rassembler les morceaux. Vous expliquer qu'en fait, tout est lié. C'est mon objectif en tant que messager, de transmettre ce message. Elle est la 12e lettre de notre alphabet, donc, et peut se prononcer L, EL, L comme le pronom féminin, ou L comme une L qu'on a dans le dos, AILE en français, avec le jeu des homophonies en s'appuyant sur la langue des oiseaux, comme maintenant vous avez dû vous en habituer. Avec L, EL, on prononce le nom de Dieu chez les Hébreux et les Cananéens. Le pronom féminin français elle est la symétrie miroir de EL. Vous voyez, puisque EL passé à côté, ça donne LE. EL, LE. Du dieu androgyne qui se scinde en deux pour créer les sexes masculins et féminins. Parce qu'à l'origine, on n'attribue pas de sexe à Dieu. C'est une chose, une énergie, en quelque sorte. Après, on peut lui donner un visage, hein, on peut dire que c'est une entité. Mais il est asexué, ce qui veut dire sans sexe. Or là, justement, en créant ce miroir, eh ben, on obtient le pronom féminin, et puis si on le coupe en deux, on obtient le pronom le, et le c'est masculin. Donc elle féminin, le masculin. Donc là, on crée les sexes, en même temps en faisant cette symétrie miroir. Mais c'est pas tout, puisque pour savoir où cette entité réside, eh ben, il faut se référer à une autre langue qui utilise le même alphabet avec les mêmes formes de lettres, c'est l'anglais. La lettre L se prononce Earl en anglais, l'enfer. Donc le monde souterrain, parce que l'enfer c'est ça, c'est le monde souterrain. Pour finir, l'L pourrait renvoyer au fait qu'il vient du ciel, qu'à l'origine, enfin ça c'est une supposition parce que c'est le seul point que j'ai pas réussi vraiment à éclaircir. Et peut-être que ça viendra plus tard. Parce que ça pourrait être une contradiction. L, on parle de ce qui vient du ciel. L'aile, les oiseaux, ça vient du ciel, alors que Earl, en anglais, c'est l'enfer et donc le monde souterrain. Vous allez voir que c'est peut-être pas contradictoire. De son côté, la lettre O majuscule, comme minuscule, représente un cercle. Ah oui, la lettre O, c'est un cercle. On est d'accord avec ça.
Sa forme est probablement reprise de l'omicron grec, puisque la lettre omicron c'est aussi un O. Dans les anciennes traditions, enfin un cercle plutôt, dans les anciennes traditions, le cercle manifeste le ciel et l'énergie féminine. Ça encore une fois, c'est pas moi qui le dis. En français, on nomme cette forme O ou O. O comme l'eau qu'on boit, E-A-U, ou O comme ce qu'il y a en haut, H-A-U-T. Et elle se situe à la 15e place de notre alphabet. Eh bien, voici la prochaine clé extraordinaire que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Cette opposition de ciel et de terre incrustée dans notre alphabet. Il est intéressant d'ajouter, dans ce sens, que dans le livre de la Genèse, il est dit que Dieu sépara les eaux du haut avec les eaux du bas, lors du 2e jour de la création. Livre de la Genèse, 1er chapitre, 1er paragraphe. Or, le cercle représente le ciel. Donc nous pouvons associer l'eau au ciel et au paradis. Or, qu'est-ce qu'il est dit? Les eaux du haut. Les eaux du haut. Le ciel, le cercle du haut. Vous voyez, encore une fois, tout est logique. Donc le mot eau et eau qu'on pourrait considérer comme n'allant pas de soi, et ben en fait, est rapproché à travers cette phrase de l'Ancien Testament. Et ensuite, nous avons donc les eaux du bas. Et donc oui, ensuite, j'ai écrit ma propre interprétation qui reste logique. Or, le cercle représente le ciel. Donc nous pouvons associer l'eau au ciel et au paradis, dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire? D'un autre côté, les eaux du bas pourraient être associées à la terre et à l'enfer, donc au monde souterrain, soit hell. À noter que L, donc la lettre L, équivaut à 12, vu que c'est la 12e lettre de notre alphabet. Et quand on réduit 12, ça donne 3. Et que si on prend le mot bas, sans le S qui est muet, simplement le B et le A, pour les eaux d'en bas, et ben 2 plus 1 fait 3. Et comme nous l'avons vu, quand deux nombres sont équivalents en guématrie, ils peuvent se substituer. Donc eau d'en bas égale L égale enfer. Donc nous avons encore une opposition. Nous avons M et N, amour et haine, et d'un autre côté nous avons les eaux d'en haut, le paradis, le ciel, et les eaux d'en bas, le monde souterrain, la terre, l'enfer. Je continue. Donc nous avons donc à nouveau deux concepts opposés, comme ce fut le cas avec le M et le N. Hop. Si l'on s'appuie maintenant sur la gematria, justement, ça va venir rassembler tout ça. Nous avons une confirmation des similarités d'opposition entre ces deux groupes de deux lettres, puisque si on additionne la valeur de chaque lettre, on obtient le même résultat, ce qui renvoie donc à la même chose, puisque M plus N c'est 13 plus 14, et 13 plus 14 est égal à 27. L plus O c'est 12 plus 15, et 12 plus 15 est égal à 27. Donc là, encore une fois, on a une confirmation. Vous voyez, il y a tout qui s'emboîte, absolument tout. J'ai trouvé mais des contradictions tellement minimes qu'elles n'entrent même pas dans l'équation. C'est pour vous dire comment tout ça est logique. Si l'on reprend maintenant les initiales des mots amour et haine dans leur forme majuscule, et voilà encore une chose qui vient confirmer, c'est dingue. Donc on reprend les concepts d'amour et de haine, on prend les initiales A et H. Il est à nouveau étonnant de voir que le A est l'union des deux parties du H, qui sont séparées chez ce dernier, comme je vous l'ai montré. Cette opposition est confirmée par la somme de leurs valeurs respectives, puisque 1 plus 8 est égal à 9. Et 9, c'est quoi? C'est 27 divisé par 3. Et 27 réduit, ça donne 9. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelque chose qui est vraiment significatif, ce que je vous explique là. Tout est lié. Ensuite, dans cette troisième partie de mes découvertes, nous allons nous intéresser aux éléments de la création mentionnés dans le Sefer Yetzira et leur apparition dans l'alphabet français à travers la prononciation de certaines lettres. Puisqu'en fait, il s'avère que les éléments sont aussi intégrés dans notre alphabet. Et leur place n'est pas due au hasard. Déjà, l'eau, comme je vous l'ai dit, la forme du haut, le ciel, qui se prononce aussi haut, comme l'élément haut. Donc il y a déjà un premier élément. Vous allez voir qu'il y en a un deuxième. Et deux autres qui sont un peu moins évidents à voir, mais qui sont aussi présents. Dans le même temps, nous allons nous intéresser à la valeur numérique d'un mot hébreu et à sa correspondance avec une lettre de notre alphabet. Donc j'ai pas fini.
Alors, d'après le Sefer Yetzira, trois éléments ont contribué à la formation de la matière. L'air, associé à la lettre Aleph, l'eau, associée à la lettre Mem, et le feu, associé à la lettre Shin. Donc là, ça vient pas de moi, c'est le texte qui l'explique. Les éléments sont associés à des lettres. Eh bien, faisons la même chose en français. Dans notre alphabet, deux de ces éléments apparaissent de manière flagrante. L'eau, puisque c'est la lettre O, et l'air, la lettre R. Donc nous avons deux éléments qui sont déjà bien présents. La position de la lettre R, 18e place, est particulièrement intéressante, puisqu'en hébreu le mot vie, qui se prononce chai, porte la valeur 18. Or, ne dit-on pas que le nouveau-né prend vie quand il commence à respirer, quand il inspire et expire de l'air pour la première fois? La somme de la valeur de la lettre O avec celle de la valeur de la lettre R donne 33. 33 nombres mètres. Donc encore une fois, quelque chose à aller creuser. Le troisième élément apparaît en lisant l'alphabet à l'envers en partant du F. Le F est alors suivi du E, ce qui se lit feu. Et oui, l'élément feu est là aussi. Il suffit seulement de prendre le F et d'aller ensuite vers le E. Dans le même temps, la somme du E avec le F donne 11, encore un nombre mètre. On avait nombre 33, nombre 11. Si enfin on considère que la Terre a été intégrée dans les éléments, on peut additionner la valeur du T avec celui du R pour obtenir 38, qui se réduit à 11. Donc Terre, Feu et une correspondance. Ces deux lettres sont simplement séparées par le S. Là, effectivement, c'est plus subtil. Ça aurait été plus logique de se dire que le R et le T se suivent dans l'alphabet. Donc là, ça aurait fait la même logique que le F et le E. On lit à l'envers. FE pour feu et TR pour terre. Et là, c'est pas le cas vu que le S vient provoquer une rupture, une séparation. Mais vous allez voir que ça aussi, ça a été fait volontairement et que la raison qui est derrière tout ça est subtile mais incroyablement intelligente. Mais comme vous allez le voir, la position a une raison d'être, voilà, comme je disais, le fait que ce soit séparé par le S. Pour conclure avec les éléments, l'ajout des 5 lettres finales dans l'alphabet hébreu fut probablement impulsé par les quatre éléments pour leur donner un sens nouveau, puisque la somme totale de même l'eau, en ajoutant la valeur numérique de la lettre finale, donne 1, celle de Chine, le feu, donne 2, celle d'Aleph, l'air, donne 3, et pour finir, celle de la terre donne 4. Et devinez quoi? Les lettres qui ont été choisies comme finale dans l'alphabet hébreu, c'est la lettre Mem, donc qui est à la fin du mot Mem. Shin, c'est un N, c'est Nun, deuxième lettre finale qui a été ajoutée. Aleph, c'est la lettre Fe, troisième lettre finale qui a été ajoutée, donc la dernière lettre de chacun de ces mots. Et puis pour le mot terre, c'est un Tsadi. Et il se trouve que c'est aussi une des lettres finales. Donc 4 de ces 5 lettres finales sont selon moi les éléments, et là j'en ai vraiment une preuve incroyable. 1, 2, 3, 4, ça se suit. Donc tout est logique encore une fois. Et pareil, je pensais être la première personne à découvrir ça. C'est sensationnel. Vraiment, tout ce que je vous dévoile là, aujourd'hui, c'est sensationnel. Retenez tout ça, vraiment. Dans cette quatrième partie de mes découvertes, nous allons nous intéresser à la prononciation de 4 lettres de notre alphabet et leur relation entre elles en appliquant la technique d'inversion du Temura. C'est somptueux. Ce qui va arriver, je pense que personne ne va le voir venir, mais le résultat est extraordinaire. N'est-il pas étrange que dans notre alphabet, des lettres se prononcent B, C, D, G, P ou V, 7 lettres au total d'un côté, et d'autres F, L, M, N, R, S, alors qu'on pourrait les prononcer Fé, Lé, Mé, Né, Ré, C. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi avoir inversé? Pourquoi avoir écrit des lettres avec le E après la consonne et d'autres avec le E avant la consonne? Si ça avait été fait par hasard, ça n'a aucun lieu d'être. Ça ne peut pas être fait par hasard, ça, rien qu'on y pense, c'est pas logique que ce soit du hasard. Il aurait été plus logique de prononcer féléméné, etc. Les lettres avec un E avant la consonne, ou eb, ek, ed, les lettres avec un E après la consonne. Ceci contribue selon moi à prouver que notre alphabet a été codé intentionnellement par son ou ses auteurs, afin de nous transmettre des messages dissimulés.
Et justement, on va un peu plus rentrer dans les détails par rapport à ça. Autre chose importante que j'ai pas notée, donc quand la voyelle est située après la consonne, elle prend le son et, et quand la voyelle est située avant la consonne, elle prend le son est. Donc on a e accent grave avant la consonne et après la consonne. Et vous allez voir que justement en utilisant le témoura, en inversant ce e avant et après la consonne, on obtient des nouveaux mots. Et ça fait partie aussi de mes découvertes qui restent logiques. Qui restent logiques parce qu'en plus il y a une lettre, vous allez voir, enfin il y a deux lettres qui viennent nous apporter un élément de réponse. Et justement, c'est visible. C'est le C et le S. Le C et le S, bah oui. Le C, c'est CE accent aigu, et le S, c'est le E avant le S. Déjà, on a eu cette indication. C'est ce dont je vais parler juste après. Pour commencer, nous avons deux lettres qui sont inversées dans leur prononciation, le C et le S. C et S. Et d'ailleurs, les deux lettres sont des courbes. La forme des lettres sont des courbes. Donc on est dans la même famille, encore une fois. Ces deux lettres se trouvent à la 3e et à la 19e place de notre alphabet. Ces deux lettres sont tracées en courbe et il s'avère que le S peut se transformer en 3. Parce qu'en fait, si on prend la partie inférieure et qu'on la tourne, ça devient un 3. Et, or, il s'avère que le C est la 3e lettre de notre alphabet. Encore une coïncidence. Enfin bon, le nombre de coïncidences, je les compte plus. Elles sont tellement présentes que ce ne sont plus des coïncidences. Si on retourne la partie supérieure de la lettre. Or, le C est la 3e lettre de notre alphabet. Ensuite, alors si vous vous rappelez bien, dans la première partie de la vidéo, j'avais expliqué, retenez les lettres F et P. Ben là, justement, on y vient. Ensuite, nous allons nous intéresser aux lettres F et P. Elles se situent à la 6e et à la 16e place de notre alphabet. Déjà, dans la graphie de la lettre, une similitude nous frappe puisque le P n'est qu'un F fermé par un demi-cercle. Bah oui. Attendez, je vais reprendre mon logiciel de dessin. Ce sera plus simple. Si je dessine un P comme ça, si je dessine un F, pardon, je vais commencer par le F. Hop, que j'amène ça ici. Ouais, je vais un petit peu effacer, je vais me mettre ici. Voilà. Tac. Hop. Et je prends la lettre P. Tac. Qui est ici. Et ben en fait, il y a juste à rajouter notre demi-cercle ici, et puis on obtient la lettre P. Donc en fait, l'une dérive de l'autre. Or, la lettre P, on sait qu'elle existait en Grèce antique, sauf qu'elle n'avait pas le même son. Elle était associée à la lettre Rho. J'y reviendrai justement là-dessus. Mais par contre, en hébreu, il existe une lettre qu'on nomme P, comme en français. Elle n'a pas la même graphie que la lettre P, mais il y a une lettre qui se prononce P. Et ce qui est d'autant plus incroyable, et là je pense pareil que je vais remettre certaines choses au clair, on dit que le G dérive du C, que la lettre, enfin, la forme de la lettre G serait issue du C. Mais en réalité, ça vient de la lettre P hébreu. Parce qu'en fait, la lettre P hébreu, c'est un G à l'envers. Donc encore une fois, vous voyez, finalement, notre alphabet n'est pas uniquement issu de l'alphabet grec, mais également de l'alphabet hébreu. Et là, vu le nombre de preuves que je vous avance, je pense qu'il n'y a pas moyen de remettre ça en question. Euh, donc, je reprends mon diaporama. Je sais plus où est-ce que j'en ai. Ouais, voilà. Alors, donc, comme j'ai expliqué, elle se situe à la 6e et à la 16e place de notre alphabet. Et là, vous allez voir, encore une fois, c'est pas du hasard. Déjà, dans la graphie de la lettre, une similitude nous frappe puisque le P n'est qu'un F fermé par un demi-cercle. Et cela ne s'arrête pas là, puisque le son de ces deux lettres sont proches. Un son est explosif et l'autre fricatif. Cela ne vous rappelle rien? Eh bien oui, nous en revenons au Sefer Yetzira et aux 7 lettres doubles ayant deux prononciations différentes, dont la lettre P, qui est en version fricative fait. Et oui, en hébreu, il y a une lettre qui se prononce comme en français. Or, si on inverse le F, c'est là que ça devient merveilleux, on suit la même logique. Le F inversé devient un fait. Donc la prononciation fricative de la lettre P en hébreu. Et là, qui est retrouvée en français avec exactement la même prononciation.
Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas fini. Puisque si on inverse la valeur numérique du F, comme on a inversé la position des lettres dans sa prononciation, on obtient le résultat suivant. On divise 1 par 6, ça fait 0,16 à l'infini. Et quelle est la position de la lettre P dans l'alphabet? 16e place! Et oui, encore une autre coïncidence. Or, le nombre 16 correspond donc à la position de la lettre P dans l'alphabet. Pour finir, et puis c'est pas encore fini, voilà. Pour finir, la Gematria vient confirmer mes découvertes, puisque C plus 16 c'est 3 plus 19, qui est égal à 22, et F plus P c'est 6 plus 16, qui est aussi égal à 22. Donc on a deux choses similaires. Encore une fois. Allez, prochaine partie. Ah là, je suis enflammé, c'est dingue. Nous allons maintenant nous intéresser aux inversions symétriques des lettres grecques pour devenir la forme des lettres de notre alphabet, ainsi qu'à l'inversion syntaxique d'une lettre en particulier qui a donné la prononciation d'une des lettres de notre alphabet. Alors, si nous avons principalement vu jusqu'à maintenant l'influence de l'alphabet hébreu sur notre alphabet français, notamment à travers la prononciation des lettres et leur valeur guématrique, la forme des lettres nous vient incontestablement de l'alphabet grec. En effet, la forme des lettres A, B, E, H, I, K, M, N, O, P, T, X et Y sont présents dans notre alphabet. Donc la forme des lettres nous vient bien du grec. Et là, je contredis personne, c'est présent dans les livres d'histoire, les professeurs en parlent, donc là, rien de nouveau. Toutefois, la sonorité de certaines lettres a changé, puisque la lettre P, comme je vous ai expliqué, se prononce R en grec. Et la lettre X se prononce Q. On a donc décidé d'ajouter une jambe au P pour qu'il devienne R. Bah oui, puisque la lettre R, c'est simplement qu'un P avec une jambe de plus. Donc le son R qui était associé au P, bah en fait, la lettre P, on lui a juste rajouté une jambe et on l'a associé avec le son R. Nous leur avons aussi rendu hommage avec la lettre Y, oui, puisque le Y, ce n'est qu'un Y. De plus, la lettre lambda est un V inversé, qui est passé de la 11e place de l'alphabet grec à la 22e place de notre alphabet. Et encore des nombres maîtres, 11, 22. La lettre gamma est un L inversé, bon ça j'en ai parlé avant, qui est passé de la 3e place de l'alphabet grec à la 12e place de notre alphabet. Ensuite, il y a le cas particulier du X français, qui est en réalité l'inversion du Xi grec, sachant qu'à l'origine, la lettre Xi était associée à la même forme géométrique que notre X français. Donc encore une fois, c'est logique. Le X, tel qu'on le voit actuellement, vient du Xi. À travers le témoura, comme on l'a fait avec le Nu qui devient 1, le Xi devient X. Nu 1, Xi X. Voilà. Et j'ai pas fini. On a parlé de l'alphabet grec, on a parlé de l'alphabet hébreu, et maintenant on va remonter aux sources, les hiéroglyphes. Pour en conclure avec mes découvertes, j'ai remarqué il y a quelques jours qu'il y avait 8 lettres de l'alphabet hébreu qui étaient similaires à des hiéroglyphes égyptiens, mais vraiment similaires dans la notion et le mot auquel ils renvoient. Ces lettres sont bet, voulant dire la maison en hébreu, et qu'on retrouve dans les hiéroglyphes. Chet, voulant dire la clôture, existe aussi dans les hiéroglyphes, mais sa signification est légèrement différente, puisque c'est celle de pilier dans les hiéroglyphes. Yod se rapporte à la main, et on retrouve également le même concept dans les hiéroglyphes égyptiens. Yod veut dire la main. Kaf, voulant dire la paume de la main en hébreu, et dont l'orthographe est légèrement différente en égyptien pour désigner la même chose, puisque c'est kap. On dit kap en prononciation égyptienne. Or, c'est kaf en hébreu. Donc voilà, légère distinction. Mais pour moi, déjà, il y a certains éléments qui pourraient nous amener à penser que l'alphabet hébreu dérive des hiéroglyphes égyptiens. Nun, qui fait référence au serpent en hébreu, et qui est le nom d'une divinité primordiale chez les Égyptiens. Aïn, signifiant œil, dont le sens et l'orthographe est similaire en égyptien, exactement pareil, même sens. Aïn, c'est l'œil. Et d'ailleurs, le mot Dieu, c'est Di-E, deux yeux. Nous voyons la réalité à travers nos yeux. C'est ça Dieu aussi. Là, je pense que c'est beaucoup d'informations. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont... Je pense que c'est une vidéo qui va marquer. Vraiment, je pense qu'elle va marquer. Elle va rester gravée pendant longtemps.
Resh se rapportant à la tête en hébreu, mais qui signifie rhume ou joie en hiéroglyphique. Et enfin, Shin, associé au feu dans le Sefer Yetzira, est appelé Shen en hiéroglyphique et désigne l'univers. Or, comme on l'a vu, l'univers, bah, c'est ce qu'il y a au-dessus. Enfin, même si ça peut être aussi ce qu'il y a en nous, hein. Mais ça peut aussi désigner ce qu'il y a au-dessus. En tout cas, dans la science actuelle, on le désigne de cette manière. Et donc, le feu, comme on l'a vu, c'est la partie supérieure qui renvoie au ciel. Donc, ciel, univers. Il y a peut-être une ressemblance également à faire, avec une légère différence d'orthographe. Pour finir, le mot égyptien MW, qui peut se prononcer soit mou, soit mu, peut donc se prononcer mu et renvoie à l'eau, ce qui pourrait euh, avoir amené à l'invention de la 12e lettre de l'alphabet grec. Mu aussi, pour ceux qui sont un peu versés là-dedans, correspondrait à un ancien continent immergé, un peu au même titre que l'Atlantide, qui aurait disparu dans l'océan Pacifique. Voilà. Et la dernière partie, allez, on finit en beauté. La lettre même désigne également en hébreu le ventre de la mère prêt à donner la vie. Il s'avère que la lettre M peut faire penser à une personne en position d'accouchement. Alors là, pareil, si vous pensez que c'est trop farfelu, sachez que cette idée ne vient pas de moi. C'est le même monsieur dont je vous ai parlé, Éric Charpentier, qui fait des vidéos sur Nurea TV absolument géniales à écouter, qui a parlé de ça. En fait, si on prend la lettre M et que les deux barres verticales représentent les deux jambes et que les deux barres obliques représentent finalement la position où justement la femme est prête à accoucher, eh bien justement, on a de nouveau une corrélation qui se fait, puisque la lettre même, c'est le ventre de la mère prêt à donner vie. On l'a vu que la lettre même est associée au ventre. Mais c'est pas tout. C'est donc une énergie féminine qui se rapporte à la fois au concept d'amour, d'unité, d'eau et de mer. Et dernier jeu de mots pour la route. D'ailleurs, je conclurai sur le fait que l'eau de la mer peut aussi s'écrire l'eau de la mère, mais de la mère qui tient l'enfant. D'ailleurs, faisant référence au liquide amniotique dans lequel baigne le nourrisson avant de naître. Oui, l'eau de la mer, c'est l'eau qui permet au nourrisson de respirer pendant qu'il est dans le ventre, engendrant un bébé. Union du 1 et du 3, puisque la lettre B, ah, c'est incroyable, tout se rejoint comme ça. La lettre B, c'est l'union du 1 et du 3. Et oui, et le nombre 13, unité amour. Vous vous rappelez? Or, la lettre B peut aussi représenter une femme enceinte, puisque si la partie supérieure du B est la tête, la partie inférieure peut être le ventre. Et le ventre est bombé, le ventre du B. Donc c'est une mère enceinte, prête à donner vie. Or, l'union du 1 et du 3 donne le 2. Et la lettre B, c'est quoi? C'est la deuxième lettre de notre alphabet. Non mais c'est tellement extraordinaire que j'ai plus de mots. J'ai plus de mots, je pense que là, enfin, j'ai les larmes aux yeux, pour tout vous dire, c'est incroyable. Tout ça, c'est extraordinaire. Pour terminer, je vous ai juste laissé un, ah oui, il faut que je vienne à la conclusion, pardon. On va en venir à la conclusion. Donc, que devons-nous retenir de tout ça? Un, que l'amour et l'unité sont un seul et même concept réunis avec le nombre 13, comme nous l'ont fait comprendre l'alphabet français, l'alphabet hébreu et l'alphabet grec, à travers le M français, le même hébreu et le nu grec. Ce nombre que l'on considère souvent comme porte-malheur n'est donc pas à craindre mais à accueillir. Un premier message, le nombre 13 est un nombre bénéfique et même porte-bonheur. C'est lui qui transmet l'amour et l'unité. Il ne faut pas le craindre. Quand on parle du vendredi 13, en plus, vendredi c'est le jour de Vénus, c'est le jour de l'amour. Donc vous voyez un peu comment tous ces concepts ont été inversés. Vendredi 13 qui pourrait être vraiment la journée parfaite pour les retrouvailles, et en fait été inversé par nos élites. Parce que justement, ils veulent qu'on craigne cet amour, qu'on soit plus dans un amour sexuel, d'où le cœur rouge, l'amour rouge pour ramener à la sexualité, alors que l'amour à l'original est vert, l'amour naturel, l'amour de la nature. Voilà. Petit 2. Si l'alphabet grec a apporté la forme des lettres au latin puis à notre alphabet, l'alphabet hébreu a apporté la prononciation des lettres au français. M et P, ainsi que F devenant F, tout ça vient de l'hébreu. C'est pas du grec. Donc,
Pour ceux qui pensaient que c'était uniquement originaire de l'alphabet grec, eh bien, je viens remettre ça en question. Et tout ce que j'ai développé jusqu'à maintenant le prouve. Et puis pour terminer, l'ensemble de ces informations nous amènent à penser que celui ou ceux qui ont inventé l'alphabet français ont longuement réfléchi à la forme des lettres qui allaient utiliser, ainsi qu'au son, au nom de la lettre qui allait être assignée à chacune des formes, et à la place qu'ils allaient leur donner en s'appuyant sur le récit cosmologique de la création formulé par Empédocle, couplé à une connaissance pointue des livres de référence de la Kabbale hébraïque, que sont le Sefer Yetzira ou le Zohar. J'en ai pas parlé, mais le Zohar aussi contient beaucoup d'informations ésotériques, et leurs principes, comme la Gematria et le Témora. Mais si ça se trouve, si j'applique le Notaricon et l'Heidbecker, je pourrais trouver aussi des choses. Et déjà, tout ça reste extraordinaire. Alors, j'ai pas parlé aussi du latin, parce qu'on dit souvent enfin, la chose la plus évidente, c'est que comme notre alphabet vient du grec, ensuite les Grecs l'ont transmis au latin, ce qui est vrai, hein, ce qui découle directement, et puis ensuite au français. Sauf que j'ai fait d'immenses recherches, vraiment d'immenses recherches, pour savoir s'il y avait des noms de lettres en latin. Eh bien non, je n'ai trouvé aucun nom de lettres. Donc ce qui veut dire que tout ce qu'on entend M, N, R, etc. vient de l'hébreu ou du grec, mais ça vient pas du latin. Et j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, hein. Donc c'est pour ça que, comme je vous dis, j'ai rien trouvé. En fait, tout ce que j'ai vu, c'est que les consonnes et les voyelles, c'était un son. Donc c'est B, V, K, S. Mais il n'y a pas de nom de lettres. Après, si jamais quelqu'un arrive à trouver un article qui me dit que les lettres latines ont un nom, bah dans ce cas-là, je pourrais créer cette correspondance. Mais tout ce qu'on a finalement, qui nous a été légué par l'alphabet latin, c'est la forme des lettres, qui effectivement est pratiquement identique à la nôtre. Voilà, ça fait beaucoup de choses. J'espère que vous n'avez pas trop saigné du nez, comme on pourrait dire. Mais voilà, j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice dans cette époque de révélation, de mise en lumière des informations cachées. Là, je pense que c'est assez phénoménal, hein, ce que je vous ai partagé. Mais tout est logique, hein. C'est une interprétation, mais complètement logique. Et tout se tient. Absolument tout se tient. Vous pouvez revoir tout ce que j'ai expliqué du début jusqu'à la fin. Tout est logique. Voilà. Donc pour terminer, j'ai juste une bibliographie avec deux livres que je vous ai parlé. Donc le Sefer Yetzira de Georges Laï, deuxième édition aux éditions Viria, qui est sorti en 2000. Et puis l'autre livre de Georges Laï, L'alphabet hébreu et ses symboles, édition Viria 1997. Et mes autres découvertes, alors j'ai pas mis tous les liens, ont été faites à travers de très nombreuses recherches internet. Les sites que j'ai consultés sont très nombreux, ce qui ne me permet pas de les afficher ici, parce que je les ai pas tous en tête, pour être honnête. Voilà. Sachez aussi que si vous souhaitez approfondir, dans ma traduction du 7e livre de Radu Sinamar, Le cristal éthérique, il y a Radu Sinamar parle de la lettre K et explique la signification des traits verticales, horizontales et obliques. C'est les pages 66 à 72 de ma traduction. Vous allez voir ma traduction du livre, page 66 à 72, ça parle du point et des traits et comment les lettres se sont formées. Bon, lui, il ramène ça aux Syrians, à la civilisation de Sirius. Et voilà, bon, bref, ça c'est un point pour approfondir. Si vous voulez vraiment comprendre l'ensemble des choses, parce qu'une lettre, c'est un assemblage de lignes. Et c'est aussi un assemblage de lettres, quelquefois. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis qui sait, peut-être à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.